Bonjour à tous, nouvelle vidéo comme d'habitude pour vous parler du marché. Bitcoin est retombé quasiment à 60 000 dollars et a fait quasiment un moins 15% en l'espace de quelques jours. On va essayer de revenir sur quelles ont été les causes de tout ça. Michael Saylor qui vend 32 Bitcoin, on a le conflit Iran-US qui continue et qui ne trouve pas pour l'instant de porte de sortie. On va essayer comme d'habitude de faire une analyse macroéconomique, géopolitique et on-chain sur les crypto-monnaies pour savoir quelle pourrait être l'issue de toutes ces choses-là dans les prochaines semaines/ prochains mois. On voit de plus en plus de gens en train de nous dire Bitcoin va retomber aux 40 000 dollars, beaucoup de gens qui ont des targets de plus en plus basses. On va essayer de savoir si c'est légitime ou alors est-ce que on est plutôt comme dans chaque cycle en train de voir des gens qui revoient leur target à la baisse à chaque fois alors que le marché est en train de faire un bottom qui va partir vers le haut et qui nous donnera un bull run comme sur chacun des cycles. Si on revient sur Bitcoin, Bitcoin nous a quasiment fait un moins 19% en l'espace de 5 jours, ce qui a été assez violent pour le marché, ce qui a aussi causé beaucoup d'effroi et beaucoup de ventes à perte de la part des investisseurs. On reviendra dessus. Comme d'habitude, donc au niveau du sommaire, on va venir dans une partie 1 sur ce qui s'est passé. Donc quelle a été la séquence qui a amené à ça. La partie 2 sur le plan géopolitique, qu'est-ce qui est en train de tout bloquer et pourquoi c'est difficile d'avoir une résolution haussière sur Bitcoin, notamment dû à la situation géopolitique. On reviendra dans une partie 3 sur MicroStrategy et la vente des 32 BTC. Et qu'est-ce qu'elle signifie vraiment, le fait que Michael Saylor, qui était un diamond holder, qui achetait du BTC accumulé avec MicroStrategy, énormément de BTC, pourquoi est-ce qu'il a vendu? On reviendra dans une partie 4 sur la partie on-chain, ce que les données nous disent, ce que ça nous donne sur le marché aussi. Et partie 5, ce que l'histoire des cycles dit sur l'accumulation et pourquoi je pense qu'il va falloir maintenant que vous preniez vraiment en considération le fait d'accumuler sur Bitcoin qui est extrêmement important sur ces niveaux-là. Et ensuite, partie 6, quels sont mes scénarios et mes niveaux à surveiller pour le marché. Avant de commencer, c'est vrai qu'en ce moment, je suis moins assidu sur le rythme de vidéo que je vous faisais chaque semaine. Il va falloir que j'intensifie ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de boulot, que ce soit à la fois sur Warburg, donc sur la partie trading algorithmique que je fais avec mon équipe en interne, ou alors nous, ce qu'on fait, c'est du deep reinforcement learning appliqué aux algorithmes de trading. Et en ce moment, on a beaucoup de discussions avec beaucoup d'institutionnels, ce qui fait que du coup, je suis un peu de partout. Et on a aussi toute la partie qu'on co-construit avec Vertical, donc qui est une propre firme crypto, qu'on accompagne sur toute la partie création d'infrastructures pour le trading, pour les propres firmes, qui est ultra prenante aussi, parce qu'on a pas mal de nouveautés, pas mal de partenariats aussi avec OKX qu'on est en train de créer. Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Vertical est une crypto propre firme sur laquelle on peut trader aussi d'autres assets, mais qui est principalement axée sur la partie propre firme. Vous passez un challenge, vous êtes ensuite funded, et ensuite vous tradez avec le capital de la société sur cette partie-là, et ensuite vous avez des payouts qui sont sur les performances que vous allez faire. Et en fait, on est en train de vraiment baser ça sur OKX avec la possibilité aussi de voir toutes les transactions on-chain sur le layer d'OKX. Donc, beaucoup de choses qui arrivent ultra intéressantes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a tous les liens qui sont dans la description. Donc pour revenir sur ce qui s'est passé. Donc du 31 mai au 9 juin, on a quasiment eu un moins 15% en 10 jours. Il y a eu pas mal de catalyseurs en simultané qui ont causé ça. Le premier, ça a été MicroStrategy, donc Michael Saylor qui a déposé à la SEC comme quoi il avait vendu 32 bitcoins pour rembourser sur les obligations qu'ils avaient en interne. C'est la première vente depuis décembre 2022, ce qui a fait que tout le monde a commencé à en parler sur Twitter. Il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à faire des posts un peu alarmistes là-dessus, parce que beaucoup de gens ont peur de cette cascade de liquidation et on reviendra dessus sur comment est-ce que c'est formé et quel est le véritable risque derrière tout ça. Ensuite, le 2 juin, on a eu MTGOX qui a transféré 10 300 BTC vers des wallets inconnus. Pour rappel, MTGOX, pareil, c'était une plateforme qui avait scam énormément de ses utilisateurs et qui rembourse au fur et à mesure, parce qu'il y a eu un énorme procès sur MTGOX qui date depuis plus de 10 ans. Et donc forcément, les gens qui avaient des BTC sur MTGOX, qui les ont avec une performance, parce qu'au final, ils les ont holdés pendant 15 ans grâce à ça, bah forcément, ces personnes-là, il y avait cette crainte de distribution. On a eu aussi, donc entre le 3 et le 5 juin, Bitcoin qui a touché les 61 000 dollars. Il y a eu cette cascade de liquidation au niveau des longs, parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en train d'essayer de trouver le point bas sur BTC, qui a amené du coup cette cascade de baisse du prix. Et pendant ce temps-là, on a les ETF qui continuent d'imprimer de la sortie dessus. Et le 8 juin, qui a été un peu la cerise sur le gâteau, la reprise des missiles entre Iran et Israël pour la première fois depuis avril. Derrière, on a Trump qui est intervenu, qui a appelé un cessez-le-feu immédiat. Il y avait un peu des rixes entre Donald Trump
et Benjamin Netanyahou. Il y a eu un rebond partiel à 63 000 dollars, mais pour l'instant, on est plutôt dans une stabilisation entre cette zone des 62 000, 64 000 dollars. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes autour du marché, ce qui fait que ça a causé en fait cette cascade de liquidation et de baisse. La première chose, c'est l'analyse géopolitique. On est vraiment face à un nœud qui bloque tout. Ça fait maintenant 101 jours que ce conflit est en train de continuer. Et c'est principalement sa durée qui est le problème. Parce que pendant ce temps-là, on a le détroit d'Ormuz qui est fermé, on a du coup des hausses de l'inflation sur toutes les matières premières, ce qui fait que du coup, toutes les économies sont impactées, parce que forcément, qui dit une économie en développement dit beaucoup de besoins de matières premières. De l'autre côté, comme vous le savez, on a les taux d'intérêt qui sont toujours très hauts. Donc si vous avez des matières premières qui sont chères, des États qui ne peuvent plus forcément emprunter afin de pouvoir contribuer à ce développement de leur pays, forcément, ça crée des peurs au niveau de risque et au niveau de récession sur le marché. Deuxièmement, la structure qui est vraiment complexe, c'est qu'on n'a pas un conflit qui est binaire entre les US et l'Iran qui essaye de trouver une porte de sortie. On a aussi Israël qui est dedans. Israël qui est un allié des US, mais qui, Israël, en fait un peu qu'à sa tête, notamment sur la partie Liban, ce qui donne un prétexte à l'Iran pour frapper sur Israël. Ensuite, derrière, donne le prétexte aussi sur la partie israélienne pour refrapper. Et en fait, forcément, ça envoie dans tous les sens. Et à chaque fois, on a Trump qui intervient, qui dit qu'il y a une conversation qui est arrivée, qui dit qu'il y a eu une conversation tendue avec Benjamin Netanyahou. Et à chaque fois, on fait la même chose. C'est-à-dire que on a des missiles, le market, le price à la baisse. D'ailleurs, on a Trump qui nous dit c'est bon, on a trouvé une sortie. Et en fait, ça continue à faire ça, mais ça continue du coup à faire une tendance baissière là-dessus. Pour l'instant, là où on s'est arrêté, c'est qu'il y a un cessez-le-feu qui a été dit entre l'Iran, l'US et Israël, mais pour l'instant, c'est toujours très compliqué. On n'a pas de porte de sortie. On en aura une, forcément. On a Polymarket qui price à 90% le fait d'avoir une résolution d'ici la fin de l'année, mais une résolution pour le 30 juin est tombée à 18%. Donc il y a de plus en plus de gens qui se disent non, il n'y aura pas de résolution ou un probable deal avant 30 juin. Ce qui est assez intéressant, et c'est là que l'asymétrie pour Bitcoin devient intéressante, c'est que le marché a intégré l'incertitude permanente, il n'a pas intégré la résolution. Donc quand on va avoir, pour moi, une résolution du conflit, je pense qu'on va pouvoir partir vers un marché qui va être beaucoup plus haussier. C'est comme un petit peu un ressort que vous allez tendre, et plus c'est long, plus c'est dur, plus ça fait de la baisse sur Bitcoin, plus au moment où ça va lâcher, en fait, ça va nous permettre de pouvoir repartir là-dessus. Une fois que ce sera véridique, bien évidemment. Partie 3, du coup, qui a été un gros catalyseur, mais j'ai envie de rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour savoir est-ce que c'est vraiment alarmant ou alors est-ce que c'était juste un catalyseur baissier, certes, mais qui va avoir une résolution qui sera positive. En fait, faut se dire déjà, pour reprendre un petit peu la structure du capital de qu'est-ce que MicroStrategy et qu'est-ce que fait Michael Saylor, c'est qu'aujourd'hui, donc, MicroStrategy est une société qui accumule des BTC, mais donc les BTC sont ses actifs, et en contrepartie, il a beaucoup d'obligations. C'est-à-dire qu'il emprunte en fait tout simplement de l'argent pour accumuler ses BTC, et il revend directement en fait, enfin en tout cas il rembourse les personnes de l'autre côté. Aujourd'hui, au niveau de la composition, donc on a 21 milliards de dollars d'obligations avec à la fois de la partie dette convertible, une partie preferred stocks, donc tout simplement pareil, c'est des stocks qui donnent des dividendes in fine. Ensuite, on a la partie action commune MSTR. Donc là, c'est ce que les gens accumulent en termes d'MSTR, mais là, il n'y a pas forcément d'argent, en tout cas, à les rendre de la même manière qu'une obligation. Et il a à peu près 900 millions de dollars en cash, soit environ 6 mois de couverture des dividendes qu'il est censé donner auprès des personnes. Donc, il doit lever du capital régulièrement parce qu'il a quand même juste 6 mois de couverture. Mais l'idée aussi, c'est qu'imaginez demain que quelqu'un à qui vous prêtez de l'argent ne vend jamais ses actifs. Et il y a aussi cette peur de la part des investisseurs de se dire mais est-ce que Michael Saylor un jour vendra ses bitcoins pour pouvoir potentiellement nous rembourser s'il y a quoi que ce soit. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a vendu 32 BTC, ça correspond à quasiment rien. Je crois qu'on est quasiment à hauteur de, faudrait faire le calcul, mais de 0,00 et quelques pourcents de ce qu'il a en termes de BTC. De vendre que 32 BTC, ce n'est rien, il en a 843 000. Mais cependant, pour lui, c'était en fait un message à faire passer aux investisseurs comme quoi, ne vous inquiétez pas, si Bitcoin baisse, on est capable de vendre et on est capable de vous rembourser. Mais il aurait très bien pu prendre sur la réserve de cash qu'il avait. Donc pour moi, c'était plutôt un message qui était envoyé, ce que les gens ont commencé à relayer comme une traînée de poudre en disant ça y est, il n'est plus le diamond holder, ça y est, il a perdu foi en BTC. Pour moi, c'est pas vraiment ça. Et le vrai niveau à connaître,
pour que, en vérité, MSTR vaille zéro, il faudrait que Bitcoin aille à 25 000 dollars pour que, en fait, il y ait cette cascade véritable de liquidation et que la stratégie de Michael Saylor fasse un, on va dire, un zéro pointé. Donc pour l'instant, on est en dessous de son prix d'acquisition qui est à 75 000 dollars. Donc pour l'instant, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu la première vente à perte là-dessus. Mais pour moi, je n'ai pas vraiment de crainte vis-à-vis de ça parce que il faudrait du coup qu'un Bitcoin vaille 25 000 dollars pour que l'equity, donc l'action MSTR, vale 0 dollars. Pour moi, on en est très loin. Et pour moi, on est encore du coup dans cette idée où c'était plutôt un message qui était à passer aux investisseurs comme quoi on est capable de vendre si besoin. Et donc pour moi, c'est plutôt positif à moyen long terme. C'était négatif à court terme parce que ça a créé de la peur auprès des personnes. En plus, il y avait aussi toute la partie géopolitique qui a beaucoup accentué ça, plus la partie liquidation qui là, bon bah ça c'est le marché et c'est la manière dont il existe et il y a des liquidations short ou longues toujours pour assainir le marché et éviter l'excès. Au niveau des données on-chain maintenant, qu'est-ce que les données on-chain nous disent? On a eu au niveau donc du realized profit and loss, on a eu quasiment du coup sur la baisse l'équivalent de 1 milliard point 13 dollars qui a été vendu au moment où on a eu cette chute. Donc ça, c'est des choses qui sont assez saines pour laver le marché, hein. On reprendra tout simplement ce qu'on avait eu sur l'ancien bear market, où on avait eu d'abord la première liquidation, équivalente en fait à celle qu'on a vue ici, qui était assez énorme. Là, on a eu tout simplement la deuxième liquidation, qui est équivalente quasiment à celle qu'on a vue en novembre 2022. Et au final, on se rend compte que petit à petit, on revient vers les mêmes patterns assez cycliques qu'on retrouve dans les périodes de bear market. Si on est en train d'analyser un petit peu qui ont été les vendeurs, 23% des vendeurs ont été des personnes qui ont acheté au-dessus de 85 000, comme d'habitude. Le réflexe assez, on va dire, humain qu'on revoit, en tout cas le réflexe assez psychologique qu'on revoit toujours. Lorsqu'on est arrivé tout simplement aux 82 000, 83 000, bah, on a beaucoup de gens qui ont commencé à être dans l'euphorie, à vouloir acheter. Ici, il y avait beaucoup de gens qui avaient acheté sur ce support parce qu'ils se disaient, ça y est, on va repartir. Au final, c'est des gens qui ont jeté l'éponge, qui ont revendu à perte là-dessus. On a 73% des acheteurs locaux entre 75 000 et 85 000 qui eux aussi tradent sur leurs émotions et ont revendu. Et il n'y a que 4% des personnes qui ont vendu qui étaient des personnes qui avaient acheté en dessous de 60 000. Donc les gens qui sont en profit substantiel actuellement ne vendent pas. La plupart des gens qui ont vendu, c'est des personnes qui ont acheté dans l'euphorie quand on a eu des booms. Donc pour ça, moi, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas sur la structure long terme du marché. Pareil au niveau des long term holders, donc c'est un record absolu. Ils ne vendent pas, ils ne prennent pas de profit, ils ne prennent pas de pertes aussi là-dessus. Et donc du coup, ça renforce ce que je vous disais, qui est qu'on a accumulé entre les 54 000 dollars et 75 000 dollars quasiment plus de 25% de la supply là-dedans. Donc pour moi, on est en train de créer tout simplement ce support depuis longtemps. On est revenu visiter le bas de range, qui était une possibilité dans mes scénarios. On pourrait potentiellement revenir aux 54 000 dollars, qui est le realized price, donc le coût d'acquisition moyen de tous les BTC sur le marché. Mais selon moi, en tout cas, on est dans des zones qui sont très, très propices à ce qu'on soit en bottom. Si on prend le Mean Reversion Index, qui est un outil statistique qui reprend pas mal d'indicateurs de retour à la moyenne, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que tous les actifs, ils ont une moyenne vers laquelle ils reviennent. On va dire que c'est à peu près leur prix, c'est à peu près le prix que ils ont sur le marché. Là, actuellement, on est dans le mean quantile de la deep value sur cette partie-là. Qu'est-ce que veut dire un mean quantile à 14,3%? Ça veut dire que 86% du temps, le marché est plus haut que ce prix-là, si on en prend le retour à la moyenne. Donc actuellement, on est dans des zones qui sont ultra, ultra, ultra pertinentes pour acheter du BTC. On pourrait revenir encore plus bas vers le mini quantile 5%, qui est en règle générale l'endroit où on va revenir pour un bottom. Là, on n'est jamais redescendu en dessous des 10%. Normalement, à chaque bottom, on revient au 5, hein, vous le voyez ici, ici, mais vous pouvez le faire et on l'a fait sur tous les cycles aussi. Cependant, si vous êtes des investisseurs dans Bitcoin, on reviendra dessus, mais pour moi, c'est pas intéressant d'attendre le point le plus bas parce que déjà, vous allez peut-être pas forcément réussir à l'avoir parce que souvent, c'est racheté très rapidement par des algos. Deuxièmement, si vous n'êtes pas forcément dans une dynamique de trading et que vous êtes dans une dynamique d'investisseur, vous allez voir, j'ai fait des calculs qui vous montrent qu'au final, vous n'allez pas gagner énormément à vouloir attendre le point le plus bas. Si on prend aussi au niveau du sell-side risk ratio, tout simplement, on était au plus bas quasiment du sell-side risk ratio.
On est remonté légèrement quand on a eu ce dip parce que forcément, en fait, il y avait plus de possibilités qu'on aille vendre en fait et que des personnes qui avaient acheté dans les 80 000 se mettent à vendre, mais on reste toujours dans le bas du range là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de chances, en tout cas, qu'il y ait une vente ou un achat qui soit massif actuellement. On est plutôt dans une dynamique où bah, en fait on est choppy, on fait de la consolidation et comme je le dis en fait depuis des mois, pour moi on allait rester dans cette consolidation pour le market. Il y avait de l'espoir, j'avais de l'espoir aussi pour être ultra transparent et vous pouvez le voir sur les vidéos, il y avait de l'espoir à ce qu'on continue à avoir des montées sur BTC, mais je ne voyais pas un marché ne pas être dans la consolidation pendant plusieurs mois pour en fait aller jusqu'au bout de ce time pain. Le time pain, c'est quoi? C'est ce qu'on a à chaque cycle en fait où bah forcément le marché consolide et c'est encore plus dur de voir le marché consolider avec des hausses, des baisses que d'avoir on va dire un V-bottom qui fait une liquidation toute et qui repart et donc du coup ça serait trop facile d'en arriver là. Donc pour moi on est en train d'accumuler petit à petit comme d'habitude, comme je vous le dis chaque semaine, des étapes vers la consolidation et vers le bottom là-dessus. Vous pourrez regarder, je vous mettrai directement le rapport dans la description, mais tout simplement, j'ai fait la différence entre un lump sum, donc ça veut dire essayer d'acheter avec tout votre cash au point le plus bas lorsque vous prenez le mean reversion index, donc essayer de revenir quand vous avez le quantile qui est à 5%, ou faire un DCA dans une période courte de temps, certes, mais qui est quand vous arrivez en fait tout simplement au quantile 10%. Donc comme on l'a eu au moment où on a eu Bitcoin qui est revenu sur les 59 000 dollars. Vous pourrez regarder directement ça, mais tout simplement, en fait, je faisais la comparaison entre d'un côté, si vous aviez fait un achat à Q5, ou de l'autre côté, si vous étiez en train plutôt de faire une accumulation pendant une période de quelques mois sur BTC, avec du coup le DCA à partir du moment où vous êtes un quantile de 10, donc à partir des 60 000 dollars. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que substantiellement, vous n'allez pas accumuler beaucoup plus de BTC, de l'ordre de 6 à 7% de plus si vous essayez de timer le plus bas avec un quantile à 5%. Et il n'est pas dit avec le changement de structure du marché que vous allez véritablement y arriver. Donc pour moi, en fait, il faut que vous commenciez à accumuler du BTC sur le marché depuis qu'on ait atteint le min quantile à 10. Normalement, si on s'en réfère à ce qu'il y a eu dans les précédents bull market, bah, normalement, vous commenceriez actuellement là, à continuer à accumuler jusqu'à juillet 2026 à peu près. Et donc, pour moi, la vérité, c'est que c'est plus intéressant d'acheter maintenant de manière, on va dire, hebdomadaire ou de manière mensuelle. Ça fait un peu trop large. Le calcul qui a été fait, c'était plutôt sur un DCA journalier. Maintenant, la partie 6. Quels sont mes scénarios et niveaux à surveiller? Pour moi, il y a différents pourcentages. Comme d'habitude, pour moi, c'est une stabilisation entre 60 et 65K, puis un rallye une fois qu'on aura ces catalyseurs négatifs qui seront devenus positifs. Donc, à la fois la partie Iran-US et de l'autre côté, la partie notamment autour de tout ce qui est politique monétaire avec Kevin Warsh qui va arriver, mais ça arrivera en fait tout simplement après, pour moi, la fin du conflit Iran-US. On peut avoir un retest des 60K avant le retournement, quasiment aller chercher la zone des 50K, 54K à 61 000 dollars, c'est quelque chose qui est possible. Après, la cassure en dessous des 54 000, c'est vraiment pour moi, si on a un scénario qui est ultra catastrophique, un événement systémique avec l'Iran et sur la partie monétaire, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui confirment qu'on a un bottom. On a à la fois le fait qu'on ait une clôture journalière et un maintien au-dessus des 64 000 dollars qui s'est vu au moment où on a fait la reprise. Au niveau des volumes déclinants sur les baisses, on a le STH-SOPR qui remonte au-dessus de 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les personnes ont pris des pertes, mais que très rapidement, on est remonté au-dessus de ce ratio de 1. Donc la plupart des gens, en fait, les long-term holders, eux, ne vendent pas. On a eu la première annonce concrète sur un MOU avec l'Iran. Donc petit à petit, on accumule à la fois au niveau on-chain des choses qui sont solides pour faire un bottom. Au niveau géopolitique, on attend, mais je pense que petit à petit, on va aller vers une résolution. Donc pour moi, petit à petit, on va arriver vers des choses, vers un bottom. Si on a quelque chose qui invalide le bottom, c'est vraiment continuer dans la partie, on va dire, crise géopolitique avec l'Iran et l'US. Si stratégie, donc avec Michael Saylor, annonce de nouvelles ventes significatives, encore une fois, c'est mon interprétation des choses, le fait qu'il ait envoyé un message aux investisseurs, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc pour moi, la conclusion, c'est qu'on a bien purgé. Encore une fois, c'est la deuxième purge, comme on avait eu en fait tout simplement en 2020, avant 2020-21, en 2019, quand on a eu la première liquidation, la deuxième liquidation, et ensuite on a pu repartir avec encore une fois un time pain où on a consolidé dans ce range-là. Donc pour moi, on va arriver à ça. C'est le moment en tout cas pour moi d'accumuler
du BTC, de commencer à regarder un peu ce qui se passe au niveau des altcoins qui sont solides. Encore une fois, bon, on a un hype qui est monté assez haut, j'en parle à chacune de mes vidéos. Moi, je suis sorti à 72 $, une partie en tout cas des hypes, j'ai quasiment pris 50% de profit sur cette partie-là, j'étais quasiment x3 sur ma position. Il y a des cryptos qui commencent à faire un support solide, notamment sur la partie AI, comme Tao, comme NIR aussi. Donc je commence à regarder petit à petit le marché. Et je vais vous faire bientôt une vidéo pour vous parler plutôt de l'écosystème PropFirm, ce qu'on est en train de faire avec Warburg AI, en partenariat du coup avec Vertical sur la partie tech. Il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes. Donc le marché recommence pour moi à reprendre de la vigueur, reprendre de l'espoir, bien qu'il ait baissé. Je pense qu'on va avoir de beaux jours devant nous. Passez une belle journée, bye.